Nouveau JT Business sur Arc-en-Ciel Télévision. Vous êtes nombreux en train de nous regarder. Merci de nous renouveler votre confiance. Voici tout de suite les grandes lignes de ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité économique sur votre télévision. Le nouveau bâtiment de l'Inspection Générale des Finances, IGF, qui va désormais abriter tous les différents services de cette institution rattachée à la présidence, a été baptisé au nom d'Étienne Tshisekedi Wamulumba, ancien Premier ministre de la RDC et père de l'actuel chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. L'annonce a été faite lors de l'inauguration justement de cet immeuble par Félix-Antoine Tshisekedi. C'était en présence des présidents des deux chambres du Parlement, membres du gouvernement et d'autres personnalités politiques, agents et cadres de ce service supérieur des contrôles en RDC. Les explications sont à suivre. Ensuite, à l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, le président de cet organe délibérant, l'honorable Michel Kaboué, a ouvert mercredi dernier en la salle de plénière les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de la province pour l'exercice 2025. Les membres du bureau de l'organe délibérant, les députés provinciaux, le gouverneur de province Jacques Yaboula étaient présents. Vous suivrez les explications. Enfin, l'invité business, il s'agira du chef des travaux Labim Piana, enseignant en sciences économiques à l'université de Lubumbashi. Dans l'entretien qu'il a accordé à votre télévision, il revient notamment sur les enjeux de la session ordinaire de septembre dans les assemblées provinciales de la RDC, principalement dans le Haut-Katanga, avec un accent sur les défis de l'autorité budgétaire et de l'exécutif provincial. Vous suivrez l'échange. Voilà tout pour les titres. Cordial, bienvenue à tous. Un premier titre pour commencer, les travaux de construction du nouveau bâtiment administratif de l'Inspection Générale des Finances, IGF, sont chiffrés à environ 8,6 millions de dollars américains. Inauguré par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ce nouvel ouvrage marque un pas de géant dans la modernisation des infrastructures, des structures étatiques, des luttes contre la corruption et des tournements des ressources publiques. Brigitte Massangila nous en parle. Construit entièrement avec le fonds propre de l'IGF, le coût global de ces projets s'élève à 8 647 580,32 $, soit un coût moyen de 1080 $ par mètre carré. Ces bâtiments impressionnants a été érigé dans le respect des procédures de passation de marché, garantissant ainsi la transparence et l'intégrité du processus. L'appel d'offres public a été validé par la Direction générale de marché public, ce qui a conduit à la désignation de l'entrepreneur Hong Feng. Lors de l'inauguration, le président Tshisekedi a souligné l'importance de cette nouvelle infrastructure pour améliorer l'efficacité administrative et renforcer la lutte contre la corruption. Il a également exprimé son souhait que ces bâtiments servent de modèle pour d'autres projets publics en RDC. Les chefs de l'État congolais ont encouragé les employés de l'IGF à incarner les valeurs d'intégrité et de patriotisme qui caractérisent la vision d'Étienne Tshisekedi. La construction du bâtiment s'inscrit dans une stratégie plus large visant à revitaliser les institutions publiques en RDC. En effet, le gouvernement congolais cherche à renforcer les capacités de services publics afin d'améliorer la gouvernance et d'attirer davantage d'investissements étrangers. La modernisation des infrastructures administratives est un élément clé de cette démarche. L'IGF joue un rôle crucial dans le contrôle et la régulation des finances publiques en RDC. Avec ces nouveaux bâtiments, l'institution est mieux équipée pour mener à bien ses missions de contrôle et d'audit, contribuant ainsi à une gestion plus transparente des ressources publiques. Cela est particulièrement important dans un contexte où la lutte contre la corruption est devenue une priorité nationale. Les autorités congolaises ont également souligné que ce projet a été réalisé dans le respect des réglementations urbanistiques en vigueur. Cela témoigne d'un engagement envers une planification urbaine durable et responsable, essentielle pour le développement harmonieux des infrastructures publiques.
Et puis la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa, a détaillé lors de la conférence annuelle de Glencore à Kinshasa, capitale congolaise, les 7 priorités du gouvernement pour construire un secteur minier responsable et durable sous le thème « Bâtir fièrement un héritage minier responsable en République démocratique du Congo ». Elle a mis en avant une vision axée sur la valorisation des ressources minérales, la diversification économique et l'engagement envers la protection des communautés locales. Marcus Akenda pour le commentaire. En premier lieu, la chef du gouvernement a parlé de l'exploration et la certification des gisements. Elle a souligné que seulement 19% des ressources minérales de la RDC ont été découvertes et certifiées. Dans cette optique, le gouvernement s'engage à intensifier les recherches géologiques et minières pour découvrir de nouveaux gisements et les certifier, garantissant ainsi une meilleure connaissance des richesses du sous-sol congolais. Au sujet de l'exploitation rationnelle des ressources, le gouvernement souhaite exploiter les ressources minières de manière rationnelle, au bénéfice de la population. La transition énergétique mondiale ne peut se faire sans la RDC, a affirmé la première ministre. En troisième lieu, Judith Suminwa a insisté sur l'importance de développer des usines de transformation locales, ce qui permettrait de créer des emplois et de renforcer les capacités locales. Elle a aussi mis en avant l'importance de la formation professionnelle pour garantir un secteur minier plus efficace et rentable. Quatrièmement, la chef du gouvernement a parlé du système national de traçabilité. À en croire ses propos, la RDC envisage de mettre en place un système de traçabilité des minéraux pour mieux contrôler les filières aurifères, stanifères et cuprifères. Cela vise à garantir que les minéraux exploités dans le pays soient commercialisés de manière transparente et éthique, réduisant ainsi la contrebande et l'exploitation illégale. Le respect des normes environnementales et des droits humains, la diversification des partenariats et produits, le soutien aux exploitations artisanales légales font également partie des 7 priorités du gouvernement pour construire un secteur minier responsable et durable, a indiqué la chef du gouvernement avant de conclure en appelant les entreprises minières à respecter leurs engagements sociétaux et environnementaux. Le gouvernement congolais a-t-il ajouté et résolu à créer un environnement d'affaires stable et sécurisé pour attirer davantage d'investissements dans les secteurs miniers. Cet autre titre dans la suite de ce JT Business. Le ministre national des Finances, Doudou Fwamba, a présidé la réunion hebdomadaire de la Troïka politique avec un rapport présenté par Félicien Moulenda, coordonnateur du comité technique de suivi et d'évaluation des réformes. De quoi s'agissait-il dans cette réunion hebdomadaire? Les explications dans ce commentaire que signe Nadia Niembo. Lors de cette réunion, il a été signalé que le mois de septembre a enregistré un solde budgétaire positif, où les recettes ont dépassé les dépenses. Ce résultat a permis à la Troïka politique de discuter de la situation de la paie dans les secteurs publics, à la lumière de récentes négociations avec les syndicats, qui ont conduit à une augmentation de l'enveloppe salariale. Les autorités ont examiné de près la soutenabilité budgétaire de cette enveloppe. Selon les normes internationales, les dépenses salariales ne doivent pas dépasser 35% des recettes totales de l'État. Mais les récentes hausses salariales risquent de rapprocher ces pourcentages à 50%. La Troïka politique a rappelé l'importance de contenir cette proportion afin de ne pas compromettre la capacité de l'État à financer des investisseurs publics. Une part excessive des recettes absorbées par la masse salariale réduirait les fonds disponibles pour le projet infrastructure et autres investissements essentiels au soutien de la croissance économique. A souligné un des participants, le maintien de cet équilibre entre dépenses salariales et investissements demeure ainsi une priorité pour le gouvernement qui souhaite s'assurer que les recettes fiscales puissent également financer des secteurs clés des développements. Autre chose, la production du cuivre en République démocratique du Congo a connu une hausse significative en 2023, atteignant environ
2,842 millions de tonnes, soit une augmentation de 24% par rapport à l'année précédente. Cette performance remarquable est justement le résultat d'une dynamique positive au sein des partenaires de la GECAMINE, notamment grâce à l'entrée en phase de production des nouvelles industries minières dans la province du Lualaba. Arcel Logis nous explique. La GECAMINE, entreprise publique emblématique du secteur minier congolais, a également enregistré une hausse de sa production atteignant 6,2 milliers de tonnes, ce qui représente une augmentation de 36,1% par rapport à 2022. Ce regain d'activité témoigne des efforts déployés pour améliorer l'efficacité et la productivité dans un contexte économique mondial fluctuant. L'essor de la production de cuivre en RDC est particulièrement remarquable dans un environnement où la demande mondiale pour les métaux a été affectée par des incertitudes économiques. Les entreprises comme le groupe chinois CEMOC et le suisse Glencore ont joué un rôle crucial dans cette dynamique, exploitant de mines stratégiques telles que Tenkefungurume et Kamoto Copper Company. Le Chili demeure le premier producteur mondial des cuivres, mais la RDC a réussi à devancer le Pérou pour devenir le deuxième producteur mondial. Cette évolution positionne la RDC comme un secteur clé sur le marché international du cuivre, essentiel pour la transition énergétique et les technologies vertes. L'augmentation de la production est également soutenue par des investissements récents dans le secteur minier. Les entreprises investissent massivement dans les infrastructures et les technologies pour maximiser leur rendement. Par exemple, CEMOC a récemment injecté 2,5 milliards de dollars dans ses opérations en RDC, renforçant ainsi sa capacité de production. Cependant, malgré ces avancées, des défis subsistent. La gestion de ressources naturelles et les questions environnementales restent préoccupantes. Les acteurs du secteur doivent veiller à ce que l'exploitation minière se fasse dans le respect de normes environnementales et sociales afin d'assurer un développement durable. Le gouvernement congolais est conscient de ces enjeux et s'efforce d'améliorer le cadre réglementaire pour attirer davantage d'investissements tout en garantissant une répartition équitable de bénéfices issus de ressources naturelles. Des réformes sont nécessaires pour renforcer la transparence et lutter contre la corruption dans le secteur minier. La hausse de la production de cuivre en RDC en 2023 illustre non seulement le potentiel économique du pays, mais aussi les défis à relever pour garantir une croissance durable. La collaboration entre le gouvernement et les entreprises privées sera essentielle pour transformer cette opportunité en bénéfices tangibles pour l'ensemble de la population congolaise. Nous vous le disions dans les titres, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga, l'honorable Michel Kaboué-Mwamba, a ouvert récemment en la salle des plénières les travaux d'élaboration des prévisions budgétaires de la province du Haut-Katanga pour l'exercice 2025. Les membres du bureau de l'organe délibérant, les députés provinciaux et même le gouverneur de province, Jacques Kaboula, étaient présents. Jean-Luc Tchani, reportage. Pendant ces 3 jours, quel est l'objectif? Pendant 3 jours, soit du 9 au 11 octobre courant, les élus provinciaux seront à l'école du savoir pour être outillés en technique d'examen et de suivi de l'exécution du budget de la province du Haut-Katanga. En cette première journée de ces travaux, les matières ont porté sur les processus d'élaboration, d'adoption, d'exécution et de suivi du budget et d'autres concepts ayant trait à ces domaines. L'Assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans les domaines de compétences réservés à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics, provinciaux et locaux. Chaque année, conformément au principe d'annualité, l'Assemblée provinciale vote le budget de la province élaboré et présenté par le gouvernement provincial. Il s'est de signaler que le budget n'est pas une simple compilation de ressources et de dépenses, mais plutôt un outil indispensable pour le développement de la province. Il est donc la traduction chiffrée des programmes du gouvernement.
À cet effet, le budget doit obéir aux exigences des dispositions légales et réglementaires en la matière. Ceci rappelé, le bureau de l'Assemblée provinciale a donc estimé indispensable d'organiser cet atelier de renforcement des capacités des honorables députés que nous sommes, afin d'être suffisamment outillés pour mieux remplir cette lourde responsabilité qui nous incombe. Cette formation est facilitée par un cabinet spécialisé dans l'appui institutionnel ainsi que la réalisation des prestations de services. L'objectif général poursuivi est de doter les élus provinciaux de techniques sur l'examen et le suivi de l'exécution budgétaire pour une gestion transparente et efficace des ressources publiques de la province. Et c'est ce reportage qui ouvre la voie à l'invité du JT Business. Il s'agit du chef des travaux Labi Mpiana, enseignant en sciences économiques et de gestion à l'université de Lubumbashi. Dans l'entretien qu'il a accordé à votre télévision, il revient notamment sur les enjeux de la session ordinaire de septembre dans les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo, principalement dans le Haut-Katanga, avec un accent sur les défis tant pour l'autorité budgétaire que pour l'exécutif provincial. Je vous prie ici de suivre l'échange. Merci de votre disponibilité, M. Labi. L'Assemblée provinciale du Haut-Katanga a ouvert la session ordinaire de septembre. Vous le savez, une session essentiellement budgétaire. L'enjeu majeur, c'est l'examen ainsi que le vote du projet dédié budgétaire pour le Haut-Katanga. Comment alors, c'est la question, comment l'autorité budgétaire doit-elle s'y prendre pour ne pas tomber dans la complaisance dans cette matière? Puisque vous parlez de l'examen et de l'exécution de son budget là-bas, à l'examen... Examen et vote du budget. Oui, oui. À l'examen, il faut que les parlementaires puissent avoir la capacité de comprendre les budgets et les enjeux de l'ère. S'il y a un problème social, un problème d'augmentation du pouvoir d'achat, il y a un problème des infrastructures qu'il faut créer et investir davantage dans les infrastructures. Les routes, mais ce qui peut arriver, c'est à ramener, n'est-ce pas ici, quand je parle des routes d'intérêt national, l'intérêt provincial et des déserts agricoles. Il faut penser à ça. Le gouverneur doit, ou avec les parlementaires, quitter leur bureau, quitter leur hémicycle pour aller se promener dans des milieux pour lesquels il y a la possibilité d'accord de créer des routes, d'arranger, même pas alphater, mais c'est-à-dire qu'il a commencé à peaufiner ou à impacter d'accord ces différents pour essayer d'accord de chercher à augmenter les différents volumes de trafic. Ceci aura un impact sur le PIB provincial. Alors, l'amélioration des conditions de vie de la population katangaise fait partie justement des gros défis de l'exécutif provincial. Comment doit-il s'y prendre? Mais oui, mais il faut chercher à cerner certains secteurs vitaux de l'économie provinciale, entre autres les différents secteurs vitaux pour lesquels la population congolaise est en train d'accord d'assurer, n'est-ce pas, ici, ce qu'on appelle des suicides. Donc, ce que je veux, c'est quoi ça ici? Il faut inventorier ces différents secteurs. Sur le plan social, les plans sanitaires, les plans de la consommation, il faut le contrôle des prix. Il faut que le gouverneur provincial intervienne au niveau du marché à un moment donné, quand il faut intervenir, pour essayer de bloquer, n'est-ce pas, la hausse du pouvoir, la baisse du pouvoir d'achat. Il faut aussi accroître le pouvoir d'achat. Il y a des mesures qu'on peut prendre au niveau du gouverneur provincial pour atténuer les prix. C'est ça aussi, centre d'Aline en compte pour chercher à maîtriser et à être dans la philosophie du président de la République qui est celle d'accord qui consiste à augmenter le pouvoir d'achat. On peut l'augmenter en bloquant les prix sur les marchés. Il faut intimer d'accord l'ordre au niveau des divisions, des différentes divisions provinciales qui s'occupent en matière, qui s'occupent de l'économie. On doit lancer les inspecteurs pour aller d'accord chercher à contrôler les structures des prix, bloquer la hausse des prix, casser même l'inflation. Et ceci permettra d'accord d'atténuer, et ça les marasmes, mais en fait de compte accroître le pouvoir d'achat, qui entre dans le cadre de la philosophie des 6 engagements que le chef de l'État avait institués. Les 6 axes. Alors, l'Assemblée provinciale du Haut-Katanga recommande à l'exécutif provincial de pouvoir faire appliquer, n'est-ce pas, les dispositions de la législation nationale sur le petit commerce, qui est réservé, vous le savez, aux nationaux. Mais cette loi a toujours souffert dans son application. Ici, la question que je vous pose, comment
l'exécutif provincial devra faire pour appliquer ou soit faire appliquer une cette très bonne législation? question, une très bonne question. Je l'ai toujours dit à ce niveau-là. Il faut éviter que les étrangers arrivent à faire des petits commerces. C'est réservé à nous les nationaux. Ils doivent identifier et doivent vendre, n'est-ce pas, ici, en grande quantité. C'est le commerce des gros. Il doit s'occuper des commerces des gros. Les commerces des demi-gros et des détails, c'est nous autres ici, les Congolais. Et si on n'arrive pas ici à prendre des dispositions de ce sens-là, c'est comme ça que j'ai recommandé à ce qu'on puisse lancer les inspecteurs. Il faut un contrôle systématique. Quand il n'y a pas un contrôle, alors tout se fait à la hâte. Eh bien, ici, il y a les étrangers qui en profitent pour faire des petits commerces. Allez maintenant voir certains Indiens. Les Indiens, même les Libanais et les autres. Ils commencent à vendre même en détail. On ne peut pas les faire. Ailleurs, on ne vend pas en détail. Alors, comment le gouvernement provincial doit-il s'y prendre? Il faut des mesures s'y prendre, procéder par le contrôle et puis aller mettre une structure. Il faut mettre une structure de contrôle appropriée. Et aussi lancer, d'accord, toute une brigade de contrôle de ça, là où on vend en détail. Je pense que vous savez que la quinine est amère, mais ça permet de guérir la maladie. Les gens peuvent parler, même les Blancs peuvent parler, les opérateurs économiques. Nous devons prendre, c'est notre pays. C'est le moment où jamais nous devons arranger les pays. Et il faut atténuer la situation et améliorer les conditions de vie sociale de la population congolaise. Nous allons terminer par cette question. L'Assemblée provinciale a finalement demandé à l'exécutif provincial de pouvoir mettre en place un plan d'achèvement de la dette vis-à-vis des agents de la fonction publique provinciale. Comment l'exécutif devra-t-il procéder? Ça, il faut demander au gouverneur d'accord de revoir les sources d'approvisionnement des fonds. Et qu'il y ait réellement ici au niveau des DER4. Et qu'il y ait la possibilité de chercher à atténuer. Vous parlez de ces agents, de ces différents agents. Ouais. Il y a la possibilité de les faire. L'argent et puis l'activité économique s'est développée. Il y a une matière imposable. Il y a des impôts qui existent et qui n'ont jamais été percés. Il faut commencer à identifier ces impôts-là et ramener beaucoup plus de les trésors publics pour permettre au gouverneur de penser et de songer, n'est-ce pas, ici, pour motiver ces agents-là. Ils n'ont pas un autre salaire. Leur salaire, leur prime provient de là. Donc, il faut atténuer ça. Ce qui fait qu'il faut une planification. Un programme, n'est-ce pas, d'assainissement de ces dettes-là. Un programme d'assainissement. Ce n'est pas dit que tout doit être versé au même moment, non. Ne fût-ce qu'un mois, on arrivera à achever. Comme vous avez parlé des plans d'achèvement de la dette vis-à-vis des fonctionnaires de l'État, qui sont ici en province. On peut les faire. C'est question d'avoir une bonne volonté politique. Le gouverneur doit travailler correctement et doit faire une analyse systématique sur la situation d'accord des agents ou des fonctionnaires de l'État qui sont ici en province, de manière à trouver une solution très efficace. Monsieur Labi, merci. Merci beaucoup. Le chef de travaux Labim Piana, enseignant en sciences économiques et de gestion à l'université de Lubumbashi, était sur votre télévision. 3 titres en bref et en images dans la suite de ce JT Business. Tout d'abord, à la conférence sur le développement durable qui se tient à Hambourg, en Allemagne, la première ministre Judith Souminois a plaidé pour une compensation financière équitable du crédit carbone en faveur des pays riches en massifs forestiers comme celui de Félix-Antoine Tshisekedi. C'était lors de son intervention dans un panel axé sur le thème sommet de l'avenir et après. Droite dans ses bottes, la chef du gouvernement de la RDC a rappelé à son auditoire que ce vaste pays de l'Afrique centrale ne préserve pas la nature par gentillesse. De surcroît, elle doit être rétribuée à juste titre pour son grand rôle dans le maintien de l'équilibre de l'écosystème mondial et la réduction de la déforestation. Ensuite, le cadastre minier a organisé sa 3e édition de son café de presse à Pullman Hotel de Kinshasa, capitale de la RDC, devant des journalistes et autres acteurs du secteur. Le ministre congolais des Mines, Kizito Pakabomba, a réitéré la volonté du gouvernement de procéder à un assainissement profond de ce secteur. Pour y parvenir, le ministre envisage plusieurs réformes majeures, parmi lesquelles la revitalisation de l'inspection générale des mines et la création d'une autorité de régulation et de commercialisation des minerais.
stratégique. Face aux pratiques illégales qui gangrènent le secteur, ce membre du gouvernement a appelé les opérateurs, qu'ils soient artisanaux ou industriels, à se conformer strictement aux dispositions du Code et du règlement minier. Le ministre des Mines a également lancé un appel aux partenaires étrangers afin qu'ils accompagnent la RDC dans la démarche de valorisation des ressources minérales. Enfin, en séjour de travail depuis mercredi dernier à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central, nous sommes dans la partie centrale de la RDC. Le vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, a inauguré une usine de transformation de maïs dénommée BioAgro-Business. La cérémonie s'est déroulée au quartier industriel dans cette partie de la République. Selon ce membre du gouvernement, on vient de voir là un bel exemple de ce que le gouvernement veut dans le domaine de l'autonomie en matière de sécurité alimentaire. La RDC doit sortir de sa dépendance envers les importations des biens alimentaires. Le chef de l'État n'arrête jamais de clamer que le moment est venu pour que le sol prenne sa revanche sur le sous-sol. Là, on a un exemple d'une unité de transformation de taille moyenne, a dit Daniel Mukoko Samba. Madame, Monsieur, place à présent à la tendance des prix des denrées alimentaires des grandes consommations à Lubumbashi. La période du 7 au 12 octobre 2024, selon le tableau qui est affiché à votre écran. Un carton de cuisse poulet se vend à Lubumbashi entre 91 500 francs congolais et 59 000 francs congolais, alors qu'un carton de chinchard se négocie entre 168 et 113 000 francs congolais. Un carton de tilapia se vend à Lubumbashi entre 74 000 et 42 500 francs congolais. Un sac de farine de 25 kg, il varie entre 55 et 48 000 francs congolais selon la marque de la farine. Et un sac de riz de 25 kg varie entre 80 et 70 000 francs congolais. Un sac de sucre de 25 kg se vend à 85 000 francs congolais. Un sac de braise se négocie entre 30 et 25 000 francs congolais. Un bidon d'huile végétale de 5 litres se vend à Lubumbashi à 30 000 francs congolais. Ceci nous permet de parler de la tendance des prix des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo sur les marchés internationaux, la période du 7 au 12 octobre 2024. L'on note que le cuivre, produit minier marchand de la RDC, accuse une hausse de prix de 3,69% sur les marchés internationaux au cours de la période du 7 au 12 octobre par rapport aux semaines précédentes. C'est ainsi que ce produit se négocie à 9 818 $ américains la tonne. Selon justement le communiqué du ministère du Commerce extérieur, le même communiqué a relevé qu'outre le cuivre, plusieurs autres produits miniers marchands, à savoir le cobalt, le zinc, l'étain, l'or, l'argent et le tantal, ont accusé également une augmentation de prix sur les marchés internationaux au cours de la période sous examen. Ces produits sont respectivement négociables à 23 905 $ américains, 3 079 $ américains, 32 750 $ américains, 82,62 $ américains, 1,2 $ américains et 219 $ américains la semaine en cours. Et pour finir, voici le cours d'échange fin semaine au 12 octobre 2024 selon la Banque centrale du Congo, la mère de banque. 1 euro sur le marché parallèle, sur le marché officiel, se vend à, ou soit équivaut à 3129 francs congolais, alors qu'un franc CFA sur le marché officiel équivaut à 4,77 $, francs congolais. 1 dollar américain équivaut à 2853 francs congolais. Alors qu'un rand sud-africain sur le marché officiel équivaut à 162 francs congolais. Et enfin, un kwacha zambien équivaut à 107 francs congolais. Et ça n'est fini pour ce rendez-vous hebdomadaire de l'actualité économique sur votre télévision. Merci de nous regarder à Lubumbashi et ailleurs. Restez avec nous.